Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Nous sommes le 30 avril 2025, et cela fait 100 jours que Donald Trump est président des États-Unis. Déjà 100 jours que Trump occupe tout l'espace médiatique. Greenland, Ukraine. Panama Canal tariffs, Riviera, Zelensky, Liberation Day. Mais ce président, souvent décrit comme le plus pro-russe de l'histoire américaine, comment a-t-il été perçu en Russie ? Et pour répondre à cette question, j'ai fait appel à Léo Vidal, un autre journaliste de l'Express. Salut Léo! Léo est russophone et pour préparer notre émission, il a eu le courage de regarder des heures entières de propagande russe à la télévision. Ça va Léo, tu tiens le coup ? Bah écoute, c'est difficile, hein. C'est difficile, c'est un exercice éprouvant. Mais bon, ça va, je commence à avoir l'habitude. On peut expliquer notre démarche déjà à ceux qui vont regarder notre vidéo. Bah écoute, l'idée, tu t'en doutes, hein, c'est pas de regarder la télévision russe pour le plaisir, c'est pas non plus d'aller s'intoxiquer nous-mêmes en regardant leur propagande. L'idée, c'est bien d'aller voir ce qu'ils font dire à la télévision, parce qu'il faut bien prendre conscience que les médias indépendants en Russie, en tout cas à la télévision publique, ça n'existe plus depuis longtemps, et donc tout ce qu'on va voir dans ces extraits vidéo, ce sont des messages qui ont été soigneusement pesés par des propagandistes au Kremlin, et qu'ils diffusent à leur population. À ce titre-là, c'est évidemment intéressant d'aller voir ce qui se dit à la télévision russe. Et c'est quoi le son de cloche à la télé russe depuis 3 mois ? C'est « ça y est, on a un allié à la Maison Blanche » ou au contraire « non, les États-Unis, ça reste notre ennemi ». Bah écoute, un peu les deux, hein. Il y a eu évidemment des réjouissances au moment de son élection, réjouissances surtout parce que ce n'était pas Kamala Harris qui était élue et que les médias russes la présentaient comme la pire des candidates possibles pour la Russie. Donc très clairement, il y a eu sinon des réjouissances, du moins de la satisfaction quand il a été élu. En revanche, il y a aussi eu pas mal de prudence et d'attentisme en mode attendons de voir, on va voir ce qu'il va faire, c'est Donald Trump, il est imprévisible. Mais très clairement, oui, c'était plutôt la satisfaction et le soulagement qui dominaient. Et ça occupe quelle place dans ces émissions, la guerre en Ukraine ? Est-ce que c'est vraiment omniprésent ou est-ce qu'au contraire, ils essayent de minimiser ce qu'ils appellent une opération spéciale ? Ah non, l'Ukraine est vraiment très très importante dans le paysage médiatique russe depuis le début de la guerre, bon même avant, mais tout particulièrement depuis février 2022, c'est l'alpha et l'oméga, c'est au centre de tout, et même quand il parle des États-Unis, tu verras que c'est finalement très souvent sous l'angle de l'Ukraine. Que va faire Donald Trump avec l'Ukraine ? Qu'est-ce qui va se passer avec l'Ukraine ? Donc non, c'est vraiment, c'est omniprésent. Et ça, vous allez le voir dès notre premier morceau choisi. On est le jour de l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier. Безусловно, американцы сегодня определяют и будут определять судьбу украинского конфликта и судьбу Зеленского. И то, что его не пригласили, это действительно показатель, потому что других-то лидеров действительно пригласили. Я, конечно, с интересом жду переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые, безусловно, будут. Но мы понимаем, какую ловушку Дональду Трампу сейчас расставили. Он же говорит, я хочу закончить конфликт за 24 часа там, или за полгода. Приходят к нему его советники, например, господин Келлог, который назначен спецпредставителем по Украине, и говорит, конечно, мы все это поддерживаем, но необходимо, чтобы Украину чуть-чуть еще поддержать, чуть-чуть ей дать какую-то позицию силы. И ловушка как раз состоит в том, что Трампа могут замотать в эти бесконечные переговоры. Сейчас еще немного, потом ему это надоест. Он человек, который не любит долго заниматься одним и тем же. Bah écoute, d'une part, ça recoupe un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir cette espèce d'attentisme et de prudence, puisqu'il dit faites attention, Trump peut faire des déclarations, mais en fin de compte, on ne sait pas si son administration, si sa propre administration ne va pas le canaliser peu à peu vers un comportement habituel. Et puis ensuite, ce qui est intéressant avec cet extrait, cette prise de position, c'est que ça va également faire appel à un ressort qui est très profond dans la propagande russe et qui revient très souvent, à savoir que finalement, oui, les Américains ont élu quelqu'un qui avait des prises de position assez marquées sur le conflit, sur la guerre en Ukraine, qui dit qu'il veut se rapprocher de la Russie et trouver un deal, mais en fin de compte, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des forces plus puissantes que le président des États-Unis à l'œuvre ? Et c'est là qu'on va retrouver que les experts russes sont très très à l'aise avec ces notions de deep state qui ont été popularisées aux États-Unis par Trump, mais avec lesquelles les Russes sont à l'aise depuis très très longtemps. En particulier dans l'extrait un peu plus tard, je crois qu'il mentionne l'industrie de l'armement en disant jamais ces gens le laisseront faire la paix. Ce qui est vraiment très très caractéristique des messages qu'essaye de faire passer la propagande russe. Et parfois, ça s'échauffe vraiment plus devant les caméras. Notamment quand Trump dit qu'il perd patience avec la Russie ou qu'il se montre un peu plus menaçant avec Vladimir Poutine. C'est arrivé moins de fois qu'avec Zelensky, mais c'est déjà arrivé. Exemple avec un député russe 3 jours seulement après l'investiture. Вопрос стоит выживания. Посмотрите, что делает Трамп.
Он сегодня вышел не как президент США, а как хозяин мира. Вот, давайте правду говорить. Сегодня правильно Саша Сладков написал, как тот баклан, которому давно леща не давали, честно говоря. Мы говорим, вот Трамп. Кому он угрожает? Нам, что ли? Он с чего начал? С ультиматумов. Он пускай историю Второй мировой войны выучит, чтобы понимал, кто в ней победил и сколько народу погибло. Et ce langage un peu fleuri, disons, c'est quelque chose d'habituel pendant ces émissions? Ah oui, c'est des scènes qui sont vraiment très très fréquentes. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est pénible de regarder la télévision publique russe et leurs émissions de propagande. Mais c'est très caractéristique d'une certaine ambiance qui est vraiment une ambiance de masculinité toxique, en réalité, qui est à la fois celle de la propagande et puis du pouvoir politique russe d'une manière générale. T'as qu'à regarder comment s'exprime souvent Vladimir Poutine, qui rechigne pas lui non plus à être vulgaire et ou grossier. Donc oui, non, ce genre de foire d'empoigne et d'invective, c'est très très courant. Pour être honnête avec vous, quand on a eu l'idée de cette vidéo, on s'est surtout demandé comment les experts ou les éditorialistes russes avaient commenté cette altercation hallucinante du 28 février dans le bureau ovale entre Zelensky, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Toi, t'as trouvé un extrait qui était symptomatique de cette séquence, Léo, on va le regarder. Но Зеленский, понимаете, ну даже если американцы изначально решили его уничтожить, так он же еще и помог им это сделать. Это же просто замечательно. И он просто не справился с ситуацией, не справился с управлением и врезался в стол. Может быть, даже и разбился насмерть. Мы пока этого не знаем, но это было забавно наблюдать. On va pas se mentir, Léo, cet animateur radio, il a l'air particulièrement heureux quand même. Ah bah il est évidemment extrêmement content. Il faut voir que toute l'altercation du bureau ovale entre Trump, Vance et Zelensky, ça a été vécu dans ces cercles du pouvoir et de la propagande russe comme vraiment une divine surprise. Alors on savait, et c'est ce qu'ils évoquent un peu au début dans les extraits que je t'ai montré tout à l'heure, ils savaient déjà que Trump portait pas Zelensky dans son cœur, que les conseillers de Trump étaient loin d'être pro-ukrainiens, mais voir comme ça l'alliance américano-ukrainienne exploser en mondovision en temps réel, ça allait au-delà de leurs rêves les plus fous. Cet animateur là, tu vois, il touche plus terre, et c'est pas le seul, parce que ce soit sur tous les plateaux télé, toutes les chaînes de radio, tous les médias écrits également, une fois de plus, dans les sphères pro-Kremlin, hein, évidemment, c'était vraiment à ce moment-là l'euphorie complète. Ouais, cette altercation, tu t'en souviens, Léo, c'est le début d'une séquence où on se demande vraiment jusqu'où Trump va aller dans son rapprochement avec la Russie. D'ailleurs, quelques jours plus tard, les États-Unis suspendent provisoirement leur aide militaire à l'Ukraine. On a l'impression que tout d'un coup, la partie d'échecs va beaucoup plus vite et qu'elle tourne clairement en faveur de Vladimir Poutine. Ah bah à cette époque-là, c'est certain qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et l'impression que les positions entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine vont enfin converger, c'est-à-dire dans l'esprit des Russes que les Américains vont enfin leur laisser les mains libres et arrêter de soutenir les Ukrainiens. Ceci dit, sur le fond, il y a quand même toujours cette notion très clairement comprise que les États-Unis sont l'ennemi, le grand rival géopolitique de la Russie, et ça change pas, c'est une constante de la propagande russe depuis des décennies, et le fait que Donald Trump soit élu président n'y change pas grand-chose. D'ailleurs, il y en a qui le disent en toutes lettres, les États-Unis restent notre ennemi. Simplement, ils se réjouissent tous de constater que maintenant, ils sont dirigés par quelqu'un qui démolit complètement le système de sécurité mis en place par ces Américains eux-mêmes. Et Trump n'a pas démoli que le système de sécurité. Ces 100 premiers jours ont aussi été marqués par le grand retour des guerres commerciales avec les droits de douane, ou plutôt, comme Trump préfère les appeler, les Tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion and God? I said, I agree. Sauf que les droits de douane de Trump, ils ont complètement désorienté les marchés et ils ont cassé la confiance qu'il y avait entre les grands acteurs économiques mondiaux. Et ça, les Russes, ils adorent. Тот удар, который нанес Трамп мировой экономике, мировому капиталистическому хозяйству, ну, я считаю, что он просто достоин, ну, по крайней мере, ордена Сутулова. Звание заслуженного экономиста республики, но что-то, но должно у него быть. И вот Трамп не может ничего сделать, а каждое действие, которое он пытается совершить, ухудшает ситуацию. И не только его, а и Соединенных Штатов, и всего миропорядка. Что нельзя не приветствовать, конечно. И желать Трампу, чтобы он продержался как можно дольше. Доверие, да. А ведь мы постоянно говорим о том, что надо первым номером там играть, работать в углы геополитики. А тут вроде как кажется, что и не надо, все сами сделают.
Léo, en les entendant, on a l'impression que Donald Trump, c'est l'idiot utile du Kremlin. Ah bah très clairement, le terme n'a jamais été aussi adapté dans ces deux composantes, en l'occurrence, dans leur esprit, parce que, et c'est ce que l'un d'entre eux dit d'ailleurs, ça fait des décennies que l'on essaye de fracturer l'ordre géopolitique établi, de mettre à bas l'ordre international tel qu'il a été conçu par les États-Unis, et puis là ce type arrive et il fait tout pour nous, c'est merveilleux. Et puis derrière, 3 jours plus tard, du fait qu'il en annule la moitié, là ça valide toute leur thèse, parce que non seulement il met à bas tout le système d'alliance qu'ils essayent de détruire, et puis en plus il passe pour un crétin, et tu les vois, ils sont hilars dans les extraits. Et Donald Trump qui passe pour un crétin, tu me disais, ça c'est un peu une constante de la propagande russe, et d'ailleurs plus généralement les Américains sont toujours dépeints comme des idiots en fait. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Ah bah c'est clairement quelque chose qui revient beaucoup, déjà qui revient de façon très régulière et qui date de bien avant l'élection de Donald Trump, hein. C'est un poncif assez classique, les Américains sont pas très fins, voilà, c'est comme ça. Et puis ça s'appuie aussi sur autre chose qui va peut-être encore au-delà de ça et qui est quand même intéressant d'évoquer, c'est une forme de mépris apitoyé que tu peux ressentir beaucoup dans la propagande russe envers toute personne qui pense que la démocratie ça existe, que le vote ça compte, et c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur ce présentateur cet analyste qui mettait un doute sur est-ce que Trump va vraiment pouvoir faire ce pourquoi il a été élu, parce qu'il faut voir que vraiment, et là on touche au cœur du message de la propagande russe, dans leur propagande, dans leur vision du monde, la démocratie ça n'existe pas. Et finalement, les pays occidentaux ont fait juste mieux semblant que la Russie, mais en réalité, on est tous les mêmes, et il y a toujours un petit groupe d'intérêts qui contrôle tout. Ça, c'est vraiment la base du truc. Et du coup, croire en la démocratie, aller voter en pensant que ça change quelque chose, c'est vraiment être le dernier des imbéciles dans leur esprit. Et donc vraiment, à ces deux titres, entre guillemets, le côté les Américains sont niais, oui, il est très très présent. La conférence de rédaction va bientôt commencer. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et remercie encore Léo pour s'être coltiné autant de propagande russe. À bientôt sur l'Express.